Donc voici une vidéo consacrée à la prise en main d'Altium Designer pour la réalisation du projet que je vous ai présenté d'une manière théorique dans un premier temps, à savoir la conception d'une référence de tension de précision. Donc on va dans File, New, Project et PCB Project. En fait, on a un certain nombre de choses que l'on peut créer comme projet. Un projet FPGA qui est plutôt une programmation de FPGA. Core Project, donc là c'est plutôt de la programmation en C, type microprocesseur. Et on peut créer des librairies et des bibliothèques. Donc je rentre pas dans les détails. Donc là en l'occurrence, le but c'est de créer une carte électronique. Donc PCB Project. Une fois qu'on a fait ça, on a donc dans l'arborescence projet un fichier PCB Project 1 que l'on doit sauvegarder. Donc save project as, et donc l'idée c'est de créer un dossier vref project, voilà, et donc je vais appeler ça vref PCB project. Voilà donc le nom du fichier qui va permettre de gérer le projet. Et donc en fait un projet c'est quoi? En fait c'est un fichier qui lie tous les sous-fichiers associés au projet. En l'occurrence on va avoir des fichiers dédiés à des bibliothèques. Si on souhaite créer une bibliothèque dédiée au projet, une bibliothèque de symboles ou une bibliothèque d'empreintes physiques, on va pouvoir les associer à ce projet là. Et aussi tout ce qui est nécessaire pour réaliser une carte électronique, à savoir un fichier de schéma et aussi un fichier de routage. Donc le premier fichier que l'on est amené à créer, c'est un schéma. Donc c'est la page numéro 1 que l'on va sauvegarder tout de suite. Donc là on est dans l'arborescence du vref project. Et donc cette page numéro 1, on va lui donner un nom, synoptique. Et donc en fait, de manière générale, on a intérêt à représenter, enfin, dans un schéma de projet, ne pas se limiter à la partie concrète du schéma, mais aussi présenter un synoptique du système pour avoir une vue d'ensemble et comprendre ce que l'on souhaite faire. Il n'est pas forcément inutile de présenter une vue globale du système sans que ce soit un schéma. C'est plus un dessin que l'on va faire sur une page à part, qui est une page de présentation générale. Donc déjà ça permet de voir comment on manipule une page de schéma. Donc là on voit en fait, c'est comme pour un dessin technique, il y a un cadre et il y a un cartouche. Donc parmi les paramètres que l'on peut changer, en fait il y a donc dans Design, Document Options, en fait donc il y a un type de page que l'on peut choisir. Donc là c'est en format paysage, c'est le format classique pour des schémas électroniques. On peut choisir le format de la page. Donc là il est recommandé d'utiliser une page A3, même si on imprime sur une page A4. La page A3 ça offre plus de place pour faire le dessin, et après impression en format A4 ça reste encore lisible. Donc il ne faut pas s'en priver. Et en ce qui concerne les templates, et bien en fait on peut choisir un template de format A3, donc A3 et non pas A3 portrait, pour le format paysage, et qui en fait configure le cartouche. Et donc ce cartouche, une fois qu'il est sélectionné, eh bien, on voit le logo Altium. Alors on peut le changer, mais bon là c'est pas l'objet. Par contre, on peut renseigner un certain nombre de choses que l'on va retrouver dans le cartouche. Par exemple, le titre.
je valide. Et donc là, on peut voir un certain nombre d'informations qui sont renseignées dans le cartouche. Alors d'ailleurs, c'est un peu trop grand au niveau du titre. Donc je vais changer le titre, je vais le raccourcir. Ok. Voilà. Donc on a la date, l'heure. Donc là en l'occurrence d'ailleurs c'est pas l'heure que j'ai saisie, c'est l'heure système, il y a même les secondes, le numéro de la page, le nombre de pages. Donc bien évidemment ça se fait pas automatiquement parce que donc pour l'instant il n'y a qu'une seule page. Donc je vais tout de suite créer une deuxième page. Donc ça sert à rien de créer une nouvelle page parce que donc le cartouche serait vierge. Là je peux en profiter pour importer le fichier existant. Donc là j'ai juste à faire un file, donc c'est dans project, add existing to project, et donc là j'ai un fichier schématique que je peux ajouter. Donc de manière générale, un fichier qui n'est pas sauvegardé, il est marqué par une petite étoile. Donc là il suffit que je fasse un save project pour indiquer que le projet est sauvegardé. Donc voilà la structure générale du projet. On a deux pages avec donc un cartouche renseigné. Alors il y a des champs qui sont laissés vides, c'est pour ça qu'on a des étoiles ici. Mais donc on peut déjà commencer à travailler. Donc l'idée générale de la structure du système que l'on souhaite concevoir, on l'a encore en tête, donc on peut se servir d'outils de dessin pour le représenter sur la page synoptique. Donc là, en fait, on a un certain nombre de choses que l'on peut placer sur une page. Parmi les choses que l'on peut placer, il y a des composants, il y a des interconnexions, des bus, des fils. Donc wire, c'est un fil, un bus, c'est un groupe de fils. On peut donner des noms au fil avec le netlabel. On peut interconnecter deux fils manuellement si ça ne se fait pas automatiquement. On peut donner des étiquettes, associer les fils à des étiquettes. C'est un petit peu différent des noms, ça permet de faire des renvois vers d'autres pages. On peut définir des symboles de pages, on peut appeler une page à l'intérieur d'une autre page, et on peut dans ces blocs placer des entrées et des sorties pour faire une représentation hiérarchique d'un système. Donc d'ailleurs c'est pas forcément recommandé. Il est plus commode à lire sur papier en tout cas des projets dont les schémas sont présentés à plat, avec des pages qui sont toutes à égalité les unes avec les autres, plutôt que de faire des représentations hiérarchiques avec des blocs, des sous-blocs, des sous-sous-blocs, et avec donc des interconnexions entre différents blocs à l'intérieur d'une page, et donc il faut jongler entre plusieurs niveaux de systèmes et de sous-systèmes et de sous-sous-systèmes pour comprendre les tenants et les aboutissants de chacun. Donc c'est un petit peu lourd à lire de toute manière quand il y a plusieurs pages. Ça demande des efforts, mais la structuration hiérarchique est relativement lourde à assimiler, alors qu'une représentation à plat où on a des étiquettes qui vont d'une page à une autre, où on peut d'ailleurs donner un nom à une étiquette et indiquer les pages sur lesquelles cette étiquette apparaît également, ça rend les choses plus lisibles. De toute façon, on cherche autant que possible à décomposer un schéma complexe en plusieurs pages qui regroupent des fonctions
associées. En règle générale, on ne s'amuse pas à mélanger toutes sortes de choses dans une page. On prend par page une fonction et on décrit une fonction, en règle générale. En tout cas sur les systèmes complexes. Là, c'est pas le cas, on va essayer de tout mettre sur une seule page. Donc voilà l'idée. Donc tous ces éléments-là, c'est plutôt des représentations de schémas proprement dit, alors qu'ici, c'est plutôt du texte, des éléments de dessin, où on peut dessiner des rectangles avec des coins arrondis, des ellipses, des arcs de cercle, etc., etc. Des choses qui n'ont rien à voir a priori avec un schéma électrique. Donc typiquement, on peut utiliser ce genre d'objet pour faire des dessins de schéma bloc pour représenter la structure fonctionnelle d'un projet sur une première page de description. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc ce qu'on a dit dès le départ, c'est que le projet de référence de tension s'appuie sur une référence de 5 volts. Que cette référence de 5 volts est connectée à un amplificateur à gain réglable et que cet amplificateur à gain réglable est ensuite connecté à un filtre. Voilà pour la structure générale du système. Ensuite, ce que l'on peut dire, c'est que l'amplificateur opérationnel, donc il est structuré, il s'intègre dans une structure munie d'un potentiomètre de réglage de gain, et que ce potentiomètre de réglage de gain, eh bien on va le piloter avec une interface bien précise. Et cette interface, elle est partagée avec deux autres fonctions qui sont une mémoire et un capteur de température. Donc en fait, dans la partie représentation fonctionnelle, on peut dessiner 6 boîtes qui seraient tout d'abord donc une référence de tension 5 volts. Alors, je peux changer la police pour que ce soit plus lisible. Je vais le faire en plus gros, comme ceci. Je peux faire la boîte un peu plus grande. Et donc, je vais décrire le composant. Donc, c'est un composant LTC6655-5. Alors j'ai pas la référence exacte, mais le 5 étant caractéristique de la tension fournie. Donc je peux donner les propriétés qui sont 0,025% de précision. Oups. Et au passage, vu que c'est une caractéristique du composant, je peux l'écrire dans une taille un peu plus petite que la référence du composant. Je peux également donner comme autre propriété le bruit de cette référence, qui est de 0,25 ppm. Bon, je vais le mettre en français, vu que j'ai commencé à faire la description en français peak to peak. Donc ça par contre je le laisse sous cette forme là. Donc voilà pour la description de la référence de tension.
Alors maintenant, je peux faire la même chose pour décrire. Donc voilà la structure globale des fonctions qui vont être mises en œuvre dans notre système. Alors, on peut voir que ça ne prend pas beaucoup de place sur la page. Donc l'idée étant ensuite de bien préciser les interfaces qui vont être mises en œuvre et qui vont être mutualisées entre chaque composant éventuellement. Donc la première des choses, c'est de définir l'interface numérique qui va lier tous les éléments du bas, qui sont donc la mémoire, le potentiomètre numérique et le capteur de température, numérique également, donc qui vont partager une interface de type SPI avec éventuellement une glue logique. Oups. Donc bus SPI. Et donc ce que l'on peut dire de ce système, c'est que normalement c'est une carte qui va dialoguer avec le monde extérieur avec une interface qui reste à définir. Alors on va choisir un connecteur multibroche qui va permettre de faire passer le bus SPI d'une part et toute la partie analogique d'autre part. Ensuite, ce que l'on peut dire de tous ces composants, c'est qu'ils vont devoir être alimentés. Alimentés comment ? Eh bien par un ensemble d'alimentation, donc constitué de composants passifs, de filtres entre autres, mais donc la première des choses à noter, alors on va le représenter d'une certaine manière, c'est pas forcément quelque chose de standardisé, mais donc l'idée est là, c'est de bien indiquer combien d'alimentation on va mettre en œuvre dans notre système. Donc là, l'idéal est relativement simple à mettre en avant. C'est on a 3 alimentations judicieusement. Une alimentation 5 volts qui va servir à alimenter toute la partie numérique. Et donc une alimentation 11 volts pour le potentiomètre numérique, en précisant que le démarrage de cette alimentation est instantané, contrairement à l'alimentation 11 volts qui va servir à la référence de tension et à l'amplificateur opérationnel. Donc voilà ce que l'on peut dire de cette alimentation. Ensuite, en ce qui concerne les interconnexions, alors on peut dessiner des lignes en précisant donc à quoi correspondent ces lignes. Alors, on peut dessiner des flèches. Et donc là, en l'occurrence, l'alimentation, on s'attend à décrire ce qui va arriver dessus. Et en l'occurrence, ça serait plutôt une tension principale. Donc je vous avais dit la dernière fois qu'on allait choisir une tension d'alimentation de 12,5 volts globale, mais aussi que pour
simplifier autant que possible la carte, on allait déporter la fabrication du 5 volts au niveau du circuit utilisateur, hein. Donc on ne fabrique pas l'alimentation pour les circuits numériques directement sur la carte, on considère que c'est la carte utilisatrice qui devra fournir le 5 volts à toute la partie numérique. En ce qui concerne la liaison SPI, bon, là il est clair que l'interface elle se fait directement, hein. Voilà, ceci. Donc un certain nombre de fils qui vont arriver sur le connecteur. Donc send to back. Voilà. Là, on peut changer la couleur, prendre une couleur un peu plus foncée par exemple, pour indiquer que c'est le même bus mais que edit move send to back, ceci, et un petit dernier pour la mémoire derrière, comme ceci. Donc voilà. Sinon, je peux préciser la nécessité d'avoir un couplage thermique entre le capteur de température et la référence de tension dont on souhaite contrôler la température. Alors contrôler dans le sens être capable de dire quelle est sa valeur, hein, de manière à pouvoir maîtriser le fonctionnement du oups. Comme ceci. Donc voilà une indication de couplage. Et donc comme ceci. Ok. Et donc je précise. Bon, je place ça plutôt en haut, de manière à avoir un peu de place en bas pour préciser qu'il peut y avoir une glue logique. Et donc comme on a affaire à un élément qui n'est pas encore complètement caractérisé, je préfère le noter en italique et le mettre en rouge.
Oups, c'est pas passé. Et là, pareil, je choisis du rouge pour la bulle. Donc voilà la description de notre système. Alors reste une chose que l'on peut définir assez rapidement, c'est la nature du connecteur. En fait, on peut compter assez facilement le nombre de broches nécessaires et aller chercher dans des connecteurs standards quelque chose d'adapté. Donc le choix que j'ai fait, c'est d'utiliser un connecteur SATA. Un connecteur qui a cette allure là. Alors la version large. Donc c'est un type de connecteur qui est utilisé notamment pour les disques durs, enfin de manière générale pour les disques durs, et en particulier pour les disques durs 1,8 pouces qu'on trouve dans les ordinateurs portables. Donc c'est quelque chose de très compact qui a cette allure là. En tout cas pour la version mâle. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien, on va pouvoir l'incorporer dans un schéma. En fait, on peut parfaitement ajouter des symboles ou des logos dans un schéma. Et je vais le faire ici pour montrer que c'est extrêmement simple à faire. Je vais élargir ça pour éviter. Oups. Bon, la prise en main est relativement simple à faire, mais pas avec un enregistrement vidéo en parallèle. La sensibilité de la souris n'est pas forcément modifiée, mais par contre la fluidité de l'utilisation est assez impactée. Donc en fait le dessin se fait assez facilement. C'est pas ce qui apparaît quand je l'utilise là à l'heure actuelle, mais c'est un logiciel qui est assez facile d'utilisation. Donc je peux incorporer, donc comme je viens de le dire, une image. Je dessine le cadre, je choisis une image et voilà. Donc on peut voir qu'on lit l'image, on peut la caractériser donc avec la conservation du la carte. Et bien ça c'est une vue d'ensemble et que le schéma c'est le fichier schématique.schdoc. Donc voilà une vue d'ensemble de notre système. On peut essayer de le centrer un peu mieux maintenant qu'il est complètement fini. On le sauvegarde. Et donc on va pouvoir passer à la partie schéma proprement dit. Donc voici une
version à peu près finie du schéma global de la carte. Donc en fait, par rapport à la version précédente, j'ai rajouté quelque chose qui peut s'avérer important au moment des essais, à savoir un dispositif d'affichage, grosso modo des LED qui vont permettre d'indiquer que la carte est bien alimentée, donc une LED pour indiquer qu'elle est bien sous tension, et 3 LED d'indication du statut de réglage, donc qui serait piloté de l'extérieur. De toute façon, ça serait le microcontrôleur externe qui se chargerait d'allumer une LED parmi les 3 pour indiquer par exemple que le registre de réglage du potentiomètre numérique il est dans une gamme raisonnable, typiquement entre on va dire 20 et 80% de la plage de réglage. Dès qu'on atteint la 80% pour aller jusqu'à 95%, ou en limite basse entre 20% et 5%, on passerait en orange, et en rouge, donc là ça serait soit en dessous de 5% ou au-dessus de 95%, voire une indication très claire de saturation si on est complètement buté, donc pour une valeur bien précise du potentiomètre, soit extrêmement bas, soit extrêmement haut, indiquer que la calibration ne fonctionne plus, on est embuté. Donc voilà une idée d'affichage qui pourrait être intéressante. Donc reste maintenant à passer à la partie schéma. Donc la partie schéma, donc il suffit d'ouvrir la page consacrée au schéma et de se dire, eh bien, il faut commencer par placer des symboles de composants. Donc un composant que l'on peut commencer à placer tout de suite, c'est l'alimentation. Donc l'alimentation ajustable que l'on va utiliser, c'est un TPS 7A 4901. Et donc la première des choses à chercher en fait, c'est donc on peut faire une recherche. TPS 7A 4901. Donc là, bien évidemment, donc là on peut lancer une recherche et on recherche un nom qui contient cette valeur là. En fait on peut choisir différents champs de recherche. Là c'est le nom du composant et on lance une recherche dans les librairies qui se trouvent dans le chemin indiqué ici. Donc en fait le répertoire dans lequel on va trouver les librairies, c'est celui-là, hein. Donc quand on installe Altium Designer, on crée dans les documents publics un répertoire Altium. Altium donc crée un répertoire suivant le numéro de version. Donc là il y a un répertoire pour la version 13 et la version 14 d'Altium Designer. La dernière étant la 14 et la 15 étant annoncée. On a grosso modo une nouvelle version, un nouveau numéro de version tous les ans. Et donc il y a un répertoire librairie. Ok. Et on cherche. Donc on lance la recherche. Donc là on voit que le logiciel balaye toutes les librairies. Donc, dont les extensions sont intlib. Ce sont des librairies intégrées qui contiennent non seulement des symboles mais aussi des empreintes physiques. Et donc là en fait on voit que le composant est trouvé, qu'il se trouve dans une librairie qui est déjà installée. Alors en fait par défaut ça n'est pas forcément le cas. Donc comment on fait concrètement si on lance une recherche et que cette recherche s'avère infructueuse? La première solution c'est d'aller sur le site Altium. Donc le site Altium, le voici.
Donc parmi les choses intéressantes sur le site, il y a donc le site de la communauté et donc Design Content, c'est précisément le site dans lequel on peut trouver des choses intéressantes. Donc si je cherche un composant, j'ai juste à taper son nom, TPS 7A 4901, je lance une recherche et là il me trouve une bibliothèque que je peux télécharger. Donc une fois que je me suis logué, je peux enregistrer le fichier. Donc là, je me suis logué avec mon identifiant, mais donc sur les sites d'UV qui sont amenés à traiter d'électronique, vous avez des informations. Donc c'est le cas de N21, c'est le cas de N14, c'est le cas de MC07. Vous avez des informations pour télécharger Altium Designer, pour l'installer sur votre ordinateur. Donc avec une licence de l'UTC pour les étudiants en nombre illimité. La seule limitation de cette version, c'est qu'elle est valable 1 an seulement, au maximum, au moment de la création du fichier de licence, et sous réserve du paiement de la maintenance du logiciel par l'UTC. Donc une fois qu'on se log comme ça, on peut accéder à ce genre de contenu. Et donc une fois qu'on fait download library, on enregistre le fichier, c'est un fichier zip, ok. Et donc le fichier zip, lorsqu'on l'ouvre, eh bien on voit qu'il y a un fichier intlib que l'on peut extraire dans un dossier spécifié. Et donc une fois qu'on l'a enregistré, comment on fait pour l'incorporer dans Altium Designer? Eh bien on va dans Libraries, Install, et on vient choisir un nom de fichier bien précis et on ouvre le fichier. Voilà. Et donc il s'ajoute à la liste des librairies installées. Alors on peut en avoir un certain nombre sur son ordinateur, elles ne s'installent pas par défaut bien évidemment, il faut que le logiciel les ait détectées. Donc par défaut elles sont regroupées dans un répertoire, on peut les installer toutes d'un coup, mais c'est pas recommandé d'avoir un très grand nombre de bibliothèques installées, en particulier pour un projet, parce que au moment où on fait une recherche de composants, plus le nombre de bibliothèques installées est grand, plus ça mettra de temps. Donc c'est pas le tout d'avoir un grand nombre de bibliothèques, encore faut-il retrouver les composants qui se trouvent à l'intérieur. Donc là en l'occurrence, donc j'ai effacé ce qu'il fallait pas effacer. Donc 4901 DGNT, alors je ne sais pas si c'est la référence, oui c'est bien celle-là qui m'intéresse. Donc c'est une référence plus complexe que simplement TPS 7A 4901. DGNT, ça comprend des informations sur le type de boîtier utilisé. Donc là il recherche, et donc une fois qu'on a atteint Texas Instruments, on a le composant en question. Et donc la chose intéressante, c'est qu'on a le symbole qui est tout près, mais on a aussi des footprints qui sont disponibles. Et donc les informations qui sont intéressantes, ce ne sont pas en fait que les footprints. Il y a aussi des informations, donc là on voit un dessin qui est en fait une émanation des informations stockées sur des sites comme DigiKey, Farnell, Mouser, Newark,
qui sont en fait des distributeurs de composants électroniques. Et donc la chose intéressante quand on fait un schéma, c'est qu'à la fin de la saisie du schéma, on passe à la partie routage, mais on peut éditer aussi ce qu'on appelle un bill of material. Grosso modo, c'est un fichier Excel qui contient les informations sur les composants utilisés, leur nom, leur référence fabricant, le nom du fabricant, donc ces informations-là, le nom du distributeur, enfin d'un distributeur par exemple, la référence chez ce distributeur-là, le prix à l'unité, et éventuellement si on en a plusieurs, en fait le logiciel est capable de dire si on en achète un, le prix qui va s'appliquer c'est ce prix là, si on achète plus de 10 ça sera ce prix là, etc. etc. Et chose intéressante, ces informations là ne sont pas stockées de manière figé sur l'ordinateur. En fait, le logiciel, si tant est qu'on a une connexion internet, vient interroger le site du distributeur et est capable de dire que le stock chez DigiKey, par exemple, de ce composant-là, il est de 2272, disponible immédiatement. Donc c'est très intéressant parce que ça permet de concevoir une carte en étant certain qu'on trouvera les références chez un distributeur à tel prix et en telle quantité si on veut faire la commande tout de suite. Donc c'est particulièrement utile. Et au moment d'un achat qu'on fait soi-même pour monter les composants sur une carte qu'on fait fabriquer, ou pour transmettre à un fabricant qui va non seulement fabriquer la carte, mais aussi placer les composants, ou bien si on fait appel à plusieurs entreprises, une qui fabrique la carte, une qui place les composants, eh bien toutes les informations nécessaires seront générées par le logiciel. Non seulement les fichiers de fabrication de la carte, non seulement le fichier de placement de composants utilisable par une machine de placement automatisée, mais aussi les informations à fournir à un service des achats pour faire le sourcing, faire l'achat des composants. Et donc ça, ces informations-là, donc c'est disponible sur des bibliothèques toutes prêtes à l'emploi, mais en fait c'est quelque chose que l'on peut faire assez facilement soi-même, comme on va le voir. Donc là, en l'occurrence, je sais que ce composant-là, j'ai besoin de 2 TPS7A 4901, un qui va être mis en marche immédiatement et qui va alimenter le potentiomètre numérique, et un autre qui va être temporisé pour alimenter la référence de tension et l'amplificateur opérationnel. Alors, maintenant, si je souhaite trouver le OPA 735, donc je cherche OPA 735. Donc là aussi c'est un composant Texas Instruments, donc normalement la recherche devrait continuer encore un petit peu avant d'arriver aux bibliothèques qui commencent par T. On s'en approche. Et là malheureusement on ne trouve pas. Donc il semblerait que la bibliothèque ne soit pas disponible sur cet ordinateur. Alors, deux choses l'une, soit on le trouve sur le site Altium Designer, et c'est le cas, soit on doit créer l'empreinte. Donc voilà. Ouvrir, ok. Donc là, c'est le fichier zip que je vais ouvrir automatiquement. Extraire vers.
Voilà. Donc là, je vois apparaître deux fichiers que je vais pouvoir incorporer dans mon projet et qui sont des librairies compilées Texas Instruments. Alors, en l'occurrence, je vois qu'elles font partie du projet. Et elles apparaissent dans ma liste maintenant. Alors, maintenant qu'elles apparaissent, si je fais une recherche de OPA 735, eh bien, je vois que l'OPA 735 existe bien dans une des deux bibliothèques. Donc là, en l'occurrence, j'ai besoin d'un OPA 735 AIDB-VT. Donc, cette référence-là. Là encore, j'ai un symbole, j'ai des empreintes physiques, donc j'aurais pas besoin de les faire. J'ai des références chez Texas Instruments, donc la référence exacte avec le type de boîtier correspondant, disponible chez DigiKey à 3,44 €. Et je peux faire un placement du composant, comme ceci. Donc voilà. Reste maintenant le AD5293 comme gros composant à mettre en œuvre dans la partie analogique. AD5293. Et là, malheureusement, ce composant-là n'existe pas. Alors, je peux faire une recherche. AD5293 dans les bibliothèques du logiciel. Et là, malheureusement, comme je m'y attendais, ce composant-là n'existe pas. Donc il va falloir le créer. Ça c'est gênant, mais ça tombe bien, ça permet de voir une autre fonctionnalité du logiciel. Donc là, je sauvegarde le schéma, et donc je fais un file, new, library, schématique library. Et donc là, je me retrouve avec une nouvelle librairie que je vais pouvoir sauvegarder sous le nom de VRF library, enfin VRF lib. Voilà. Ici, je vois en fait la page où je vais créer un symbole de composant. Et donc ce composant, en fait, il fait partie de ce fichier-là, et il fait partie d'un ensemble de composants. Potentiellement, une librairie ne contient pas qu'un seul composant. En fait, je peux naviguer à l'intérieur d'un fichier de librairie schéma avec cet onglet-là, SCH Library, et je vois que j'ai un composant qui s'appelle Component 1. Que je vais pouvoir créer, et je vais pouvoir créer d'autres composants là-dedans. Et au passage, des composants dans une librairie de type schéma peuvent être associés à une librairie d'empreintes physiques, et je peux lier un symbole côté schéma à une empreinte physique côté empreinte physique. Je peux même lier ce symbole à un modèle SPICE si je dispose d'un modèle SPICE que je souhaite simuler. Ça a déjà été montré dans une vidéo sur Altium Designer sur la partie simulation, et donc qui est disponible sur la chaîne YouTube. Donc là, en l'occurrence, je vais être amené à créer un composant avec un certain nombre de broches. Et donc c'est assez simple à
à éditer, en fait, hein, je vais dans ce menu-là, pardon, avec l'équerre, et donc en fait j'ai une commande qui s'appelle PlaySpin qui me permet de placer une broche de composants. Donc si j'appuie sur la barre d'espace, je peux faire des rotations à 90 degrés, et donc en fait j'ai un trait avec un numéro qui apparaît deux fois. Donc le numéro qui apparaît à droite, c'est le numéro qui est, enfin c'est quelque chose qui apparaît normalement à l'intérieur de la boîte du symbole, tandis que le numéro qui se trouve au-dessus de la flèche de la souris, c'est le numéro de la broche. Ça correspond au point sur lequel on va se connecter avec un fil dans un schéma. Donc pour voir clairement ce qui se passe, je vais placer une broche. Et donc là, ça s'appelle 13. Et donc la suivante, je peux en placer plusieurs d'affilée, ça s'appelle 14, 15, etc. 16. Une fois que j'en ai placé plusieurs, je peux les déplacer. Alors là, les paramètres de réglage ont déjà été modifiés. Par défaut, une broche est plus longue que ça. En fait, hein, quand je double-clique sur une broche, je vois son nom et son désignateur. Donc le nom, c'est, donc si je le change, c'est ce qui se trouve à l'intérieur normalement de la boîte. Donc ça veut clairement dire ce que ça veut dire. Hein. C'est donc pour la broche 13, c'est la broche de synchronisation pour ce composant là bien précis. Alors voilà, donc là je viens de me tromper. Donc la broche 13, donc c'est une broche qui s'appelle 5 barres en fait. C'est une entrée logique active à l'état bas. Donc c'est pour ça qu'elle est barrée. Et donc pour symboliser une entrée barrée, il faut utiliser le symbole anti-slash au niveau de chaque lettre pour forcer le logiciel à tracer une barre au-dessus du nom. Une information que l'on peut renseigner, c'est la nature de cette broche. Passive, ça veut dire qu'elle peut être n'importe quoi, mais donc sur des composants électroniques, on peut spécifier s'il s'agit d'une entrée-sortie, d'une sortie de type collecteur ouvert, donc de type passive, de type haute impédance, de type open emitter, donc émetteur ouvert, donc soit collecteur ouvert, soit émetteur ouvert, soit power. Alors à quoi ça sert cette information là? Ça sert tout simplement à faire des vérifications de règles de conception. Si par exemple on connecte deux sorties ensemble, ça a de fortes chances d'être une erreur. En fait, on vient essayer de forcer une équipotentielle à un potentiel qui peut être différent au niveau des deux sorties. On peut faire un court-circuit. Donc le logiciel en fait vérifie si on n'a pas connecté deux sorties ensemble, ce qui est strictement interdit normalement. Par contre, on a parfaitement le droit de relier une sortie à deux entrées, ça on a parfaitement le droit. Donc le logiciel, quand il vérifie les DRC, les Design Rule Check, quand il fait une opération de DRC, Design Rule Check, il vérifie ce genre de règles. Donc là en l'occurrence, la broche 13, c'est une entrée, donc ça se symbolise avec la flèche qui est là, et donc elle est barrée. Ok. Alors,
Bien évidemment, on aurait tendance à vouloir numéroter à partir de la broche 1. Ou une autre broche, hein, d'ailleurs. La broche 3. Donc la broche 3, c'est la broche A, hein, dans notre potentiomètre. Donc là, j'ai sous les yeux le symbole déjà créé, comme ceci. Alors, là, pour un potentiomètre, on peut dire que c'est une entrée passive. Ça peut être une broche sur laquelle on peut appliquer une tension ou pas, hein, donc autant la laisser passive. Et donc, une fois qu'on a créé cette broche 3, la laisser comme elle est. Donc là, je vais laisser un peu plus de place. Et donc, le symbole, eh bien, en règle générale, on dessine un rectangle comme ceci. Voilà. Edit, Move, Send to Back, comme ceci. Voilà. Donc, le symbole est maintenant pratiquement fini. Alors, si on veut augmenter la lisibilité de notre symbole, en règle générale, un potentiomètre, ça se représente avec une sorte de rectangle, comme ceci. Comme ceci. Et donc, je peux dessiner une sorte de potentiomètre, comme ceci, pour bien montrer qu'il s'agit d'un potentiomètre à l'intérieur d'un circuit intégré. Voilà, donc c'est pas un symbole extrêmement compliqué à dessiner, mais donc avec ce logiciel, on peut assez facilement avoir quelque chose d'assez clair et avec des informations clairement identifiées. Donc là, en l'occurrence, si je veux spécifier qu'il s'agit d'une entrée power, je peux le mettre comme ceci. Power, power, power. Xcap, bon, je ne vais pas indiquer que c'est quelque chose de type power. Reset, là je peux indiquer que c'est une entrée. Et donc c'est des choses qui seront particulièrement utiles au moment de l'édition du schéma pour éviter des erreurs. Reste à configurer le symbole. Alors, pour configurer un symbole, il y a un outil particulièrement utile qui permet de renseigner toutes les informations sur le distributeur et qui se trouve dans cette commande système en bas de l'écran. Donc quand je clique sur système, je vois un menu apparaître et dans ce menu, il y a Supplier Search. Si je clique dessus, je peux lancer une recherche chez un distributeur de composants. Et donc chez ce distributeur, je vais taper, enfin chez ces distributeurs, je vais lancer une recherche sur le AD 5293, comme ceci. Et là, je trouve des réponses assez rapidement. Pour le AD 5293, après il y a différentes variantes. Donc le BRUZ-20, c'est celui qui m'intéresse. Alors 20 pour 20 kΩ, mais en fait il y a différentes variantes de ce potentiomètre, de 20 kΩ, de 50 kΩ et de 100 kΩ. Alors maintenant, cette recherche
je peux l'effectuer comme je le souhaite chez les fabricants avec le résultat qui est donc clairement indiqué en fonction de la ligne que je choisis. Donc là par exemple chez Arrow, j'ai un prix indiqué qui est pas très cher, mais par contre je peux voir qu'il n'y a pas de stock. Alors que donc chez Farnell c'est plus cher, mais il y a du stock a priori disponible immédiatement avec 390 unités disponibles. Et donc je trouve différents fournisseurs, Farnell, Mouser, DigiKey. Alors quand on est en France, on a plutôt tendance à s'orienter vers Mouser ou Farnell pour éviter de payer des frais de douane quand on fait des achats. C'est quand même assez cher, hein. Vous pouvez voir le prix, 8 €, 9 € chez ces fournisseurs, alors que chez DigiKey c'est tout de suite moins cher. Mais donc il faut savoir que chez DigiKey vous allez payer ce prix là, plus les frais de transport, plus les douanes sur l'ensemble du prix, frais de transport y compris. Donc il vaut mieux y réfléchir à 2 fois avant de faire une commande chez DigiKey, en tout cas en France. Alors l'avantage de DigiKey par contre, c'est qu'au niveau disponibilité de référence, c'est sans doute le distributeur qui a le choix le plus vaste. Bon, en règle générale, on arrive de toute façon à s'en sortir avec tous les distributeurs qui sont présents sur le marché. Donc là en l'occurrence, la référence qui m'intéresse c'est celle-là. Et elle est disponible chez Farnell à 5,78 €, donc je ne vais pas m'en priver. Et une fois que je l'ai sélectionné, j'ai juste à cliquer sur le bouton de droite de la souris et à faire Add Supplier Link to Component 1. D'ailleurs, je peux faire en fait Supplier Link and Parameters. Donc l'avantage, c'est que ça va me renseigner toutes les informations contenues chez ce distributeur. En fait, les Component Properties, donc j'ai Component 1, voilà ce que j'ai grâce à ça. Alors, là j'ai fait une bêtise, je vais peut-être importer trop d'informations et donc j'ai peut-être des doublons. Donc de toute façon je peux les effacer. Voilà. Et donc j'ai les informations du fabricant avec le prix, avec l'URL, du PDF que je peux télécharger, hein, donc pour ce composant là. Et donc je dois quand même renseigner un certain nombre de choses. Donc là en l'occurrence ce que l'on fait généralement c'est pour les commentaires on met la référence du composant. Pour la description on peut dire que c'est un potentiomètre digital. Oups. 20K 1024 position SPI. Et bon, c'est suffisamment détaillé pour reconnaître le composant. Et donc le désignateur, donc de manière générale, pour un circuit intégré, on le note U et donc un point d'interrogation parce que ça sera quelque chose qui sera numéroté. Et donc le point d'interrogation sera normalement remplacé par un numéro. Et pour la référence symbole, eh bien je remplace par le nom du composant et donc c'est ça qui apparaîtra à la place de component 1. Je valide et voilà.
Alors au passage, ce qui apparaît ici, c'est la référence Farnell. C'est pas forcément quelque chose d'intéressant. On n'a pas forcément besoin d'afficher cette référence du distributeur sur le schéma. Et donc si je décoche, eh bien ça s'efface. Une fois que c'est fait, je sauvegarde. Et donc maintenant, si je reviens dans la partie schéma, eh bien, dans les libraries, je dois avoir à disposition non. Si. Oups. Mince. Ce composant là qui apparaît et je vois qu'effectivement, une fois que j'ai sélectionné ce symbole, j'ai toutes les informations que j'avais sur des composants tout faits. Donc l'information du distributeur apparaît avec le tarif, des informations sur le composant lui-même, sur son interfaçage, SPI, etc., sur sa disponibilité, sur la quantité, sur le tarif. Par contre, donc j'ai pas d'empreinte physique associée. Ça, je pourrais le faire plus tard. Je place le composant, comme ceci, et voilà. Et au passage, je retrouve le nom du composant, c'est ce que j'ai renseigné, et il est fait pour être affiché, et le désignateur U point d'interrogation. Donc au passage, c'est la même chose pour l'OPA 735 qui était déjà tout prêt. U point d'interrogation, c'est le désignateur standard pour des circuits intégrés. Pour une résistance, ça serait R point d'interrogation. Pour une inductance, ça serait L point d'interrogation. Pour un condensateur, ça serait C point d'interrogation, etc., etc., etc. Donc voilà pour ce qui est de la création de symboles. Là j'en ai terminé avec cette première vidéo. Pour le reste des interconnexions de symboles, en fait il y a déjà les vidéos consacrées à la partie simulation qui traitent de cette partie là. Donc je ferai une vidéo complémentaire sur la saisie de schéma pour finaliser un schéma complet. La vidéo suivante vous présentera un schéma nettement plus avancé du système, où je présenterai l'affectation de noms aux broches pour faire des renvois d'un sous-schéma à un autre sous-schéma sans avoir à tirer un fil extrêmement long pour garder quelque chose de lisible. Je vous présenterai la numérotation des composants ensuite je passerai à la partie correspondance entre symboles de composants et empreintes physiques. Tout simplement parce que donc c'est quelque chose que l'on peut faire à tout moment. Donc là je viens de double-cliquer sur un symbole et en fait on peut ajouter à tout moment une empreinte physique que l'on va associer à un symbole, à un composant déclaré dans une bibliothèque, comme ceci. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo.